Salut à tous, bienvenue à bord. Alors aujourd'hui, a priori, pas de grosse surprise en vue, puisque nous avons affaire à une 308, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, pas si vite. Oui, effectivement, Peugeot s'est enfin décidé à suivre le rythme de la concurrence en matière d'électrification et de proposer enfin une rivale au compact Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 ou même, pourquoi pas, l'autoproclamée référence Tesla Model 3. Alors c'est une comparaison qui peut-être fera bondir certains, mais qui nous permet tout de même d'aborder d'emblée le sujet qui fâche sur cette i308. Son tarif, évidemment, avec un prix de départ à 45 800 € et plus de 48 000 € pour notre version d'essai en GT. On peut dire que les ambitions de cette 308 électrique sont relativement hautes. En tout cas, c'est en phase avec le discours premium que Peugeot nous tient depuis quelques années. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, ou plutôt pas remarqué justement, les différences d'une 308 électrique, si on la met face à une 308 thermique ou hybride, ces différences sont extrêmement limitées. Bon, allez, c'est vraiment très subtil, très discret à regarder. Au niveau des jantes, les rayons sont devenus un peu plus épais, voilà, c'est à peine plus aéro, le gain est vraiment très marginal. La fameuse politique des gains marginaux qu'on applique à tous les domaines en matière d'énergie, c'est crucial évidemment pour une auto électrique. Ce badge aussi, le i308 au niveau du haillon arrière, voilà. Et pour le reste, ça reste donc une 308 strictement similaire, tout à fait identique à n'importe quel modèle à motorisation plus classique. Concernant la partie technique, la partie mécanique, là aussi, pas de surprise. On retrouve le même ensemble qui avait été inauguré il y a quelques mois par sa cousine, une certaine Opel Astra, à savoir donc une batterie située donc là encore dans les sous-bassements au niveau de l'empattement, batterie de 54 kWh de capacité brute, 51 kWh en net, avec un moteur électrique, toujours donc situé au niveau du train avant. Ça reste donc une traction, 156 chevaux et 270 Nm de couple. Alors attention, ces valeurs-là ne sont disponibles que une fois le mode sport activé, et des valeurs qui semblent relativement modestes, surtout si on la compare à une concurrence qui émarge largement à plus de 200 chevaux, 220, 230 chevaux pour ses concurrentes françaises ou allemandes. Alors elles s'en tirent plutôt bien niveau performance face au chrono, 10 secondes 5 de 0 à 100, disons que c'est largement suffisant pour un usage familial. En relance, comme toujours en électrique, on profite d'un couple immédiat avec un effet on-off assez marqué, une vraie douceur de marge. Donc oui, c'est pas une voiture désagréable à vivre, non. D'autant que, en termes de liaison au sol, en termes de qualité dynamique, ça reste vraiment du Peugeot. C'est de très bon niveau. Alors, évidemment, l'amortissement est un peu moins filtré. On ne trouve pas tout à fait le toucher de route aussi feutré que sur une 308 classique. La suspension aussi a été légèrement raffermie. Voilà, la voiture semble un peu plus verrouillée, sauf peut-être lorsqu'on la bouscule. Bon, forcément, on sent le poids, presque 1,7 tonne. Mais malgré tout, elle pourrait encaisser davantage. Allez, on espère simplement que Peugeot se décide, pourquoi pas, à nous proposer une version où le curseur serait poussé à 200, 250 chevaux, pourquoi pas. Bon, là n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc cette 308 reste évidemment une auto tout à fait agréable à vivre, de préférence au volant. Ça, c'est vraiment la place de choix, à condition, comme toujours, de s'habituer à une position de conduite quand même assez particulière. Un tout petit volant, les compteurs implantés relativement haut, ça plaira pas forcément à toutes les morphologies, ça plaira pas à tout le monde. Les points de différence justement avec les versions classiques sont là encore extrêmement limités. Ça va simplement se cantonner donc à un affichage spécifique au niveau de l'interface média, au niveau de l'instrumentation. Alors tiens, ça c'est intéressant justement, 16,4 kWh au 100, ça c'est notre moyenne sur le parcours que nous venons d'effectuer, 175 km, donc sur un tracé assez varié, parfois un peu exigeant, assez rythmé, et incluant aussi, ça c'est important, plusieurs portions de voies rapides et d'autoroutes avalées à un rythme tout de même assez soutenu, ce qui permet donc d'envisager une moyenne d'environ 300, 320, éventuellement 350 km si nous avions eu le pied un peu plus léger. On est loin effectivement des 410 km annoncés, qui sont franchement très optimiste et qui correspondrait à une moyenne tout aussi irréaliste, sauf peut-être en parcours urbain, de 12,5 kWh au 100
km. Malgré tout, eh bien, en termes de prestations générales, ça reste quand même de très bons niveaux. Dommage simplement eh bien, que Peugeot ne se décide pas à proposer une batterie de capacité un petit peu plus généreuse à ce tarif. C'est ce qu'on aurait espéré. Pour le reste, eh bien, comme on disait, hein, une 308, c'est grand dehors, mais beaucoup moins grand dedans. Au niveau de l'espace à bord à l'arrière, c'est relativement étriqué. 2 adultes sont quand même assez bien reçus, mais vu que la ceinture de caisse est assez haute, on pourra se sentir un peu gêné aux entournures. Côté coffre, côté aspect pratique, alors là, un petit regret. Hein. Au niveau de la partie avant, sous le capot avant, pas de frunk qui permettrait de ranger les câbles. Non, ils sont logés juste ici, sous le double fond. Bon, pas forcément très pratique quand le coffre est plein. 360 litres de coffre, donc exactement la même capacité que sur une 308 classique. Donc sur ce point, en tout cas, donc l'électrification n'a, on va dire, impliqué aucune concession en termes de vie à bord. C'est déjà ça. Et en vous souhaitant bonne lecture, on vous souhaite également bonne route.